La plupart du temps, quand quelqu'un demande par quoi il devrait commencer pour se lancer dans l'aventure Berserk, il y a vraiment un sample qui revient à chaque fois. Sauter les 2 premiers tomes du manga et commencer directement par la fin du 3e. La fin du 3e, c'est évidemment le début de l'âge d'or, considéré par la plupart des fans comme le meilleur arc, si ce n'est le vrai premier arc de Berserk. On peut encore plus appuyer sur ça quand on sait que Berserk n'a connu qu'un succès limité avant l'arrivée de l'âge d'or. Vous avez pu le remarquer, j'ai bien dit la plupart. Car comme moi, d'autres fans seraient d'un autre avis, que ce soit par rapport au statut de meilleur arc ou le chemin par où commencer l'œuvre, tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien normal. C'est normal parce que les arguments de chacun se valent. Je comprends très bien pourquoi il faudrait commencer par la fin du tome 3, mais je ne suis pas de cet avis et je respecte évidemment l'avis des autres. Mais là où les premiers tomes et le contexte de leur sortie sont critiqués, le fait que Miura a dû changer de magazine de pré-publication et qu'il a donc eu un certain temps pour réimaginer la suite du manga, partant ainsi dans la direction d'un arc flashback et réinterprétant lui-même le personnage de Guts, je trouve que c'est justement dans ces premiers chapitres que l'on retrouve tout ce qui fera l'essence du manga 40 tomes plus tard. Si on me pose la question, mon arc préféré n'est pas celui des premiers chapitres. Mon arc préféré, c'est sûrement l'arc des enfants perdus ou l'ère des châtiments, parce qu'ils m'ont marqué, moi, d'une façon dont les autres arcs ne m'ont pas marqué. Et si on me pose la question de savoir quel est l'arc le plus sous-coté de Berserk, c'est bel et bien celui des premiers chapitres, c'est bel et bien l'arc du guerrier noir. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Kentaro Miura et de sa transition entre le Monthly Animal House et le Young Animal Magazine, mais tout le monde s'accorde sur un fait, c'est lors de cette période de transition que Miura réimagine le déroulement de son récit, peut-être parce qu'à l'époque, Miura n'avait pas encore rencontré le même succès qu'il rencontrera plus tard. Mais les premiers chapitres ne sont pas le prototype qu'il avait conçu avant cela, non, les premiers chapitres font partie intégrante de l'histoire que Miura va raconter au fil des années, et c'est grâce à ces chapitres qu'il établira les bases de la suite de Berserk. On entend souvent que Miura aurait décidé de ne pas prendre en compte son travail sur les premiers tomes afin de créer une histoire différente et pourtant, lorsqu'on lit le premier arc de Berserk, aucune incohérence n'est vraiment notable. Est-ce que vous voyez ce monstre, avec qui Guts se culbute dans le premier chapitre? Eh bien, c'est le même monstre que l'on trouve lors de l'éclipse. Un moyen de dire au lecteur qu'évidemment, les premiers chapitres de Berserk et la suite de l'histoire sont connectés. Je comprends les arguments selon lesquels il n'aurait jamais trompé Casca avec une autre femme, mais je ne pense pas que l'apparition de ce démon lors de l'éclipse soit juste un clin d'œil, surtout quand on a connaissance de l'existence des pseudo-apôtres et de la quête de Guts à ce moment-là. Avec un homme devenu presque fou après toutes les épreuves qu'il a endurées, mais surtout avec les pouvoirs dont disposent les apôtres et les pseudo-apôtres, il est très simple d'imaginer que Guts était sous l'emprise d'une manipulation ou d'un sort. Si je vous parle de ça, c'est pour affirmer la connexion entre le premier arc et le reste de l'histoire. Car c'est par tout ce qu'ils amèneront pour la suite de l'histoire que ces premiers chapitres sont incroyables. Pas seulement, on parlera des autres raisons plus tard, mais c'est selon moi la principale raison pour laquelle je trouve que cet arc est sous-coté, qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur. Pour beaucoup, cet arc n'est que le début hasardeux qui n'a pas sa place aux côtés du reste de l'œuvre. Et si je fais cette vidéo, encore une fois, c'est parce que je suis pas d'accord. J'ai parlé de la première scène du manga, faisant référence au passé de Guts et donc à la suite du manga. C'est un petit élément discret, repris plus tard par Miura dans l'éclipse, mais qui illustre bien l'importance que l'auteur accorde à ce premier arc. En y faisant référence lors de l'éclipse, le climax de l'âge d'or, il rappelle à tous les lecteurs que rien n'est sorti de sa tête. Et il y a juste à regarder les deux monstres pour comprendre qu'ils sont dessinés exactement de la même façon. C'est pas forcément un argument, mais je trouve que c'est important de le souligner. Ce n'est qu'un exemple de tout ce qui se trouve dans cet arc qui nous permet de voir à quel point Miura avait déjà développé toute l'histoire à la base. On retrouve par exemple la fameuse Behelit, l'objet à cause duquel tout a commencé et tout se terminera. Il est explicitement montré l'importance qu'accorde Guts à son égard et le pouvoir qu'elle détient, ouvrant les portes des enfers et plongeant les sujets de celle-ci dans une singularité dimensionnelle, en connexion directe avec la main de Dieu, les God End. Le fonctionnement de la Behelit est expliqué de manière à ce que l'on comprenne exactement les tenants et les aboutissants de son pouvoir. En réalité, tout est centré autour d'elle.
les mots de Guts, les pouvoirs des apôtres tels que le serpent ou le conte, l'apparition de la main de Dieu, mais surtout, on découvre un Guts déjà très bien élaboré par Kentaro Miura, avec sa personnalité, son caractère de merde, son aura, ses habilités surhumaines au combat, son arsenal, ses connaissances du monde au-delà du réel, ses peurs, ses faiblesses, la compassion qu'il peut éprouver, comme par exemple avec Teresia, qu'il finira par sauver après lui avoir littéralement dit de sauter la vie, ou bien la petite fille dans le chariot, Colette, au début, qu'il aurait sûrement voulu mieux protéger malgré, au départ, l'indifférence qu'il illustre à son égard. C'est d'ailleurs un point sur lequel j'aimerais insister. Souvent, les premiers chapitres sont décriés à cause de la personnalité de Guts, beaucoup trop terre-à-terre, pleine de vulgarité et sans une once de compassion. Pourtant, on le voit s'inquiéter, on le voit se questionner, on le voit pleurer, on le voit crier, on le voit rigoler, se moquer. La réalité, c'est que Miura nous a offert un personnage plus que complet dès le début de son œuvre. Il savait exactement où il allait avec Guts et après avoir lu tout le manga, une relecture des premiers chapitres est encore plus flagrante à ce niveau. Malgré les méchancetés qui sortent de sa bouche, Guts ne peut s'empêcher d'être le Guts juste que l'on connaîtra dans la suite. Il s'en prend verbalement à Vulgus, le défiguré, mais lorsqu'il le voit dans le vortex, c'est rempli de peine et de stupéfaction que ses yeux sont. Là où ça se perçoit moins, je dirais que c'est avec Puck. C'est vrai que Guts est infâme avec lui du début à la fin de l'arc. Déjà, ça permet d'illustrer pas mal d'aspects de la personnalité de Guts, mais surtout, comme le dit Guts, la faiblesse le dégoûte et selon lui, les êtres faibles n'ont pas le droit de vivre. On se rappelle qu'à ce moment-là, le traumatisme de l'éclipse a littéralement changé Guts et sa vision des choses et on le verra dans la suite du manga, dans la suite de l'arc d'ailleurs, puisque l'arc des enfants perdus est finalement la suite de l'arc du guerrier noir. Et à ce moment-là, Guts n'est pas le Guts, on va dire juste, qu'on connaissait dans l'âge d'or. Mais après, c'est mon avis. Puck n'est qu'au final que l'une de ces créatures surnaturelles, et ce n'est pas l'envie de l'écraser qui lui manque. L'éclipse a créé un traumatisme qui se reflète via les visions du fœtus, maudit par exemple. On a aussi ces moments où il est impensable pour Guts que quiconque le touche, rapport qu'il a au toucher à cause de ses expériences passées. En passant sur les aspects psychologiques de notre protagoniste, physiquement Guts est incroyable. Les chapitres sont sortis à la fin des années 80 et je me prends toujours une claque aujourd'hui en 2025 en voyant ce chara-design incroyable, excellent. Mais surtout, parlons de sa force, de sa faculté à toujours se relever. Les peu de combats auxquels on assiste sont d'une fluidité fracassante et le dessin est extraordinaire. Guts nous est vraiment illustré comme le guerrier ultime. Il prend la Dragon Slayer avec les dents pour tuer le comte. Vous avez pas compris. Il prend la Dragon Slayer avec les dents. Je ne comprends même pas comment il est possible de se dire « Ouais, bof », en lisant ça. Je comprends pas. Et pour moi, c'est littéralement impossible. On lit pas le même manga si vous êtes pas choqué qu'ils prennent la putain de Dragon Slayer avec les dents pour trancher le comte en deux. Pour finir avec Guts, il y a une chose que je retiens de très important pour la suite de l'histoire. Il est dit que c'est son humanité qui limite Guts lorsqu'il se confrontera au conte. La dite humanité de Guts est une chose qui reviendra beaucoup dans la suite des événements. Elle sera questionnée à de nombreuses reprises et nous verrons que c'est bel et bien grâce à quelque chose en lui qui n'est pas humain que Guts arrivera plus tard à surpasser ses limites. On a beaucoup d'échos à la suite de l'histoire. En fait, on a beaucoup de bases qui sont déjà posées. L'un des autres personnages qui nous est présenté assez rapidement dans le manga n'est nul autre que Puck, un esprit de type Pixie, un elfe autrement appelé, que Guts délivrera d'un groupe de bandits, de brigands. Par reconnaissance, Puck décide de suivre Guts et de l'épauler dans son combat malgré le désaccord de Guts. Si vous avez lu la suite du manga, il est fort probable qu'à un moment vous avez questionné la réelle utilité de Puck. Car je vais bien vous l'accorder, il est vrai qu'après un certain stade dans l'aventure, Puck n'est que l'ombre de ce qu'il était auparavant. Il est donc naturellement d'autant plus plaisant de le redécouvrir lors de l'arc du guerrier noir avec une touche si authentique et une personnalité si touchante. À commencer par sa reconnaissance envers Guts qu'il n'arrive pas à chasser, en retrouvant à chaque fois Guts, le considérant comme un ami, contrairement à ce dernier. On y voit là le bon qu'il a en lui, et cela se retranscrit par ce qu'il dit à nos personnages. Puck délivre un message de paix et d'amour, de bon sens. C'est par les discussions qu'il a avec Guts par exemple qu'on peut en apprendre davantage sur la personnalité de Guts, car il vient remettre en question ses choix et ses agissements. D'ailleurs, c'est surprenant de voir un personnage comme le comte être touché par les arguments de Puck et lui laisser la vie sauve alors qu'on lui connaît une monstruosité sans nom. Et c'est là que tu vois qu'il a vraiment un impact, le petit Puck. Et même au combat, Puck n'est pas un trouillard.
C'est lui qui ira se confronter à l'Inquisition lors de l'exécution de Vulgus, sans succès bien évidemment, puisque c'est qu'une petite crotte. C'est lui qui mettra ses dernières forces pour tenter de sauver Guts face au comte. Puck est un être très intéressant dans ses premiers chapitres. Ses relations avec les autres personnages nous présentent un personnage qui ne se contente pas que de sa faiblesse, mais il essaie aussi d'aider les autres autant que possible. Ça se voit par exemple quand il twerk sur Guts pour le soigner, ou quand il demande à Guts d'arrêter de trancher le visage du comte devant sa fille, Teresia. C'est vraiment surprenant de trouver ce Puck-là après relecture du manga. On lui trouve des capacités magiques qui le rendent utile, que ce soit le soin, comme évoqué juste avant, ou bien le fait qu'il puisse s'illuminer au point d'aveugler ses ennemis. J'adore cette manière dont le manga nous propose un duo complètement opposé par leurs idées et leur utilité, mais qui se complètent sur bien des aspects et qui permettront au récit d'avoir des choses à raconter. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'aime beaucoup cet arc. J'aime énormément cet arc. L'arc du guerrier noir excelle vraiment dans le fait d'introduire ces personnages importants. Et je n'ai pas encore parlé des personnages secondaires qui font vivre les terres du Midland, sur lesquelles Guts et Puck font leur chemin. Miura est un maître du dessin, mais aussi un maître de la narration. Alors lorsqu'on lit la première fois Berserk, beaucoup de détails nous échappent. Il suffit simplement d'une relecture pour voir à quel point tout était sous nos yeux, tout nous était montré dès les premières pages. Par exemple, ici, Guts arrive dans la ville dans laquelle il rencontrera Puck. C'est au tout début du manga. Il voit alors un chariot de prisonniers dans lequel se trouve une jeune femme qui ne semble pas si dangereuse que ça. Les regards se croisent et rien n'est dit. Rien n'est dit puisque Guts sait exactement ce qui se trame dans cette ville. Il sait ce qu'il vient y faire. On comprend en fait que ces prisonniers sont sûrement des victimes et que c'est Guts qui aura le rôle de les libérer plus tard de leurs bourreaux. Et je trouve ça incroyable, cet échange de regards qui dit beaucoup de choses sur le récit. En réalité, chaque personnage que l'on croise ont une utilité pour l'histoire. Ils nous évoquent quelque chose, ils nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Qu'ils soient bons ou mauvais, chacun d'entre eux permet au lecteur de comprendre clairement l'univers dans lequel cette histoire nous est racontée. Chacun d'entre eux m'a marqué, que ce soit Colette et l'homme d'église, Vulgus, Teresia, le comte, Zondark et Jericho faisant office de mini-boss, des personnages agrémentant les péripéties de Guts. On découvre aussi l'Inquisition, la fameuse Inquisition, une faction très importante dans la suite de l'œuvre, qui sera d'ailleurs au centre de tout un arc avec l'ère des châtiments et Albion. C'est d'ailleurs une faction à laquelle appartient Farnèse, un personnage très important de l'œuvre qui aura une grande place dans la suite du manga, mais on parlera pas d'elle aujourd'hui. Ainsi nous est déjà dévoilé les dérives de l'Inquisition, et ses agissements servant plus au mal qu'au bien. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'arc, on découvre une secte, vénérant le malin et s'adonnant à des orgies. On peut voir ça comme une référence à l'ère des châtiments encore une fois, dans lequel on verra à nouveau un bouc. Chose qui m'a énormément marqué, c'est bel et bien le traitement de nos deux apôtres, présentés comme des monstres invincibles et surpuissants que Guts arrive finalement à terrasser grâce à son intelligence de combat qui excelle. Car là où à l'époque Miura aurait pu se planter, c'est en nous présentant un personnage principal juste plus puissant que les autres, sans réelle explication. Mais non, ce qui fait la force incroyable de Guts, c'est son intelligence. À quel point il remporte ses combats en étant plus malin que fort finalement, même si sa force est effectivement significative. Et quand je parlais de Zondark et Jericho par exemple, c'était très intéressant de voir qu'il y a des personnes, il y a des humains qui sont pas des démons à la base, bien sûr pour Zondark par exemple, mais qui sont extrêmement forts naturellement, et ça on le verra dans la suite de l'œuvre. Il y a énormément de surhumains, Guts n'est pas le seul, et ça c'est cool d'en avoir un aperçu. Pour terminer, ce qui m'intéresse le plus dans cet arc, c'est bel et bien l'introduction de la main de Dieu. Les God Hand, les Koto Ento, les archanges, vous les appelez comme vous voulez. Lorsque la singularité dimensionnelle est ouverte et que Guts se retrouve à nouveau confronté à eux, ses émotions surgissent comme si Miura avait déjà dessiné l'entièreté de l'éclipse. On comprend très facilement que Griffiths était un ancien ami de Guts, on comprend clairement qu'il a trahi ce dernier. On y voit tous les God Hand, Slann, Ubik, Conrad et Void. Void mis en avant comme celui qui détient le pouvoir d'opérer dans cette singularité dimensionnelle. Ubik dont le rôle nous est donné avec cette fenêtre temporelle qu'il peut ouvrir. La malignité qui augmente les souffrances dues à la marque nous laissant comprendre que Guts arrive à traquer les apôtres car il peut les ressentir. La façon dont les God Hand influencent le choix de leur proie. La notion de causalité au centre de l'œuvre et des innombrables vidéos sur YouTube qui est évidemment mentionnée et dont on dit que son fil a été rompu, ce qui est fort de sens quand on sait que la plupart des lecteurs se questionnent sur l'anomalie que Guts a créée en s'échappant de l'éclipse, fort de sens quand on sait que la causalité est au centre de toutes les bouches. Et enfin, la conclusion de cet arc, c'est bel et bien le flashback qui nous tease le passé de Guts, ce flashback dans lequel on y voit Guts, Griffiths ensemble, dans le même camp. Guts dit à propos de Griffiths, à cet instant,
Cet homme m'a paru beau et sublime, des mots forts et importants quand on voit l'idée que se fait désormais Guts de son ancien allié, et quand on voit les théories sur leur probable homosexualité. Au début de la vidéo, j'évoquais la narration, l'introduction et le traitement des personnages. Et puis au fil de la vidéo, je vous ai parlé des points importants et je vous ai parlé de ce que je trouve vraiment excellent dans ce premier arc. Mais je vous avais aussi parlé qu'il y avait d'autres raisons, selon lesquelles l'arc du guerrier noir est sous-coté. Souvent, les premiers chapitres sont critiqués pour une chose que je trouve complètement débile, ce sont leurs dessins, qui ne sont évidemment pas à la hauteur de la suite de l'histoire, et pourtant les dessins sont phénoménaux, aujourd'hui encore. Après, je mentirais si je disais que tout le monde s'accorde à dire que les dessins sont mauvais. Évidemment, objectivement, ils ne peuvent pas plaire à tout le monde, on y perçoit évidemment bien la patte des années 90, mais objectivement, ils sont très bons. Ils sont très bons. Que ce soit les combats, les doubles pages, immersifs, détaillés, sublimes. La patte de Miura qui se ressent déjà énormément, avec des expressions faciales limite en 3D. Je sais pas si vous captez un peu de quoi je parle, mais j'ai toujours trouvé que Miura avait ce talent d'appuyer correctement sur le relief de ses personnages, et on le voit énormément dans la suite du manga. C'est d'ailleurs ce qui fait selon moi tout le talent de Kentaro Miura. Ce détail qu'il accordait aux expressions faciales de ses personnages, c'est digne de la personne qu'il était. Évidemment, mon unique et humble avis ne reflète en aucun cas une vérité pure et incontestable. Et dans ma relecture de Berserk, et par rapport à ce que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, je trouvais ça très intéressant de rendre correctement hommage au premier dessin de Miura et son introduction incroyable qui est sortie, on le rappelle, il y a déjà presque 40 années, 36 ans pour être bien précis. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous propose de me donner un petit peu de force avec un commentaire ou un abonnement. Si l'avancée de mes vidéos vous intéresse, mon compte Twitter X est dans la description de la vidéo. Dans le cas où vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire les choses qui vous gênent dans l'espace commentaire. Je vous remercie tout de même de l'avoir regardé jusqu'ici. Une vidéo sur l'actualité de Berserk est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Elle est sortie la semaine dernière, donc n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.